Cécile Robert, bonjour. Bonjour. Alors, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation du Cercle des volontaires pour répondre à nos questions sur les questions de droit d'ingérence, de guerre humanitaire, de beaucoup de sujets d'actualité en ce moment brûlantes. Alors tout d'abord, aux internautes qui ne vous connaîtraient pas encore, je vous demanderai de vous présenter brièvement. Je suis Anne-Cécile Robert, je suis journaliste au Monde diplomatique depuis 15 ans maintenant et je suis plus spécialement chargée des questions de droit international et des questions européennes. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous soumettre quelques mots dont je vous demanderai de donner la définition pour éclairer les internautes qui verront cette vidéo. Et notamment, si vous pouvez appuyer sur peut-être l'utilisation idéologique qui est faite de ces mots. Alors le premier mot, ce serait le droit d'ingérence. Alors le droit d'ingérence, c'est une notion qui est apparue dans les années 1980 et qui est destinée à justifier l'intervention d'un pays ou de plusieurs pays dans un autre pays pour des raisons officiellement humanitaires. Mais en droit pur, il n'existe pas de droit d'ingérence, puisque le principe qui est inscrit dans la Charte des Nations Unies, c'est le principe inverse, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. Donc le principe officiel de non-ingérence dans les affaires intérieures porte tout le droit international officiel, et il a pour raison d'être que dans les années coloniales, de l'époque coloniale, au XIXe siècle notamment, la Grande-Bretagne et la France trouvaient toujours des prétextes humanitaires pour intervenir dans des pays africains ou en Asie pour ce qui est de la Grande-Bretagne. Et c'était donc en fait l'ingérence, le paravent de l'impérialisme des puissances occidentales. C'est pourquoi le droit international au XXe siècle l'a prohibé. Mais depuis les années 80, on a, sous la pression d'intellectuels ou de pseudo-intellectuels comme Bernard Kouchner ou Bernard-Henri Lévy, une résurgence, un retour de ce vieux concept du XIXe siècle qui serait le droit d'ingérence. Très bien. Alors certains disent que le droit d'ingérence profite surtout à une certaine catégorie de pays qu'on pourrait peut-être ranger dans la catégorie des intérêts atlantistes. Donc qu'est-ce que cette notion recouvre ? Concrètement, quand on parle d'ingérence, il faut en avoir les moyens. Et logiquement, ce sont les pays qui sont dotés d'une armée puissante, qui ont un armement développé, qui peuvent réaliser ce type d'intervention. Donc on voit que l'ingérence sert surtout des pays puissants, souvent les pays membres de l'Alliance Atlantique ou des alliés des États-Unis, pour ne pas les nommer. Donc, effectivement, pour l'instant, on n'a pas vu, par exemple, le Sénégal utiliser le droit d'ingérence pour intervenir en Guinée équatoriale ou dans un autre pays, parce que tout simplement, même si le Sénégal le souhaitait, il n'en a pas les moyens. Donc effectivement, dans la réalité, on voit que ce sont surtout lorsque les pays occidentaux y ont intérêt que des interventions d'ingérence sont mises en œuvre. Très bien, merci. Il y a un nouveau mot qui est rentré dans la novlangue, c'est le mot de guerre humanitaire. Qu'est-ce que ce mot recèle ? C'est ce qu'on appelle un oxymoron, hein, vous savez, quand on associe deux mots de sens contraire, comme douce violence. Donc, a priori, ça ne veut rien dire. Dans le cas présent, il s'agit de justifier l'utilisation de la guerre, qui normalement, là aussi, est prohibée par le droit international. Hein, depuis 1945 et la Charte des Nations Unies, la guerre est interdite en droit international, puisqu'on en a connu les fléaux et les dévastations pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on n'a le droit de faire la guerre que lorsqu'on est attaqué, donc en situation de légitime défense, ou lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies, au nom de l'intérêt général et au nom de la sauvegarde de la paix, décide d'une intervention militaire. Mais hors de ces deux cas, ce n'est pas possible. Et l'expression guerre humanitaire, elle a pour but d'étendre
la légitimation de la guerre hors de ces deux cas, sous des prétextes plus ou moins crédibles, et donc de justifier des interventions militaires. Mais il n'y a rien d'humanitaire dans la guerre, même si un missile est lancé pour de bonnes raisons, ce qui à mes yeux est pratiquement jamais le cas. Quand on est sous la bombe, on voit rarement clairement son aspect humanitaire. Et à mon sens, la guerre est toujours un échec et c'est toujours une catastrophe. Très bien. Alors, pour aller dans le prolongement de ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai pris une citation du juriste belge Olivier Courtens, qui était dans votre article publié en mai 2011 dans Le Monde diplomatique, qui s'intitulait « Origine et vicissitudes du droit d'ingérence ». Donc je cite Olivier Courtens. Il disait « Le principe de non-intervention est le fruit d'un combat historique remporté par les États les plus faibles. Tout au long du XIXe siècle, ils ont subi un colonialisme et un impérialisme qui aimaient eux aussi à se parer de la défense des valeurs de la civilisation. Plus spécifiquement, l'argument humanitaire a très souvent été invoqué pour justifier des actions militaires des États occidentaux à l'encontre de l'Empire ottoman en Afrique ou en Extrême-Orient. » Fin de citation. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'on ne serait pas en train d'opérer une certaine régression en matière intellectuelle et en matière de perception des relations internationales ? On peut clairement le dire, nous vivons une période de régression morale générale, et en particulier dans la société internationale où il existe aujourd'hui une relégitimation de la guerre, une relégitimation du recours à la force, qui va à rebours de tout ce que finalement on essaie de faire depuis les Lumières au XVIIIe siècle, pour pacifier le monde, pour avoir des relations basées davantage sur la diplomatie que sur la force. Et également tout le travail qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale par les fondateurs des Nations Unies, par les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui était justement de prohiber la violence, de prohiber la guerre. Alors sans naïveté, parce que évidemment, sans doute que la violence fera partie des relations internationales pendant longtemps, mais en tout cas, ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est qu'on revient en arrière sur des principes qui avaient été posés pour dire ce qui est bien, c'est la paix, et ce qui est mal, c'est le recours à la violence. Et même si on n'arrivait pas à le mettre en œuvre, en tout cas, les lignes politiques, la ligne des valeurs, étaient clairement fixées. Et lorsque les États souhaitaient s'en écarter, il fallait qu'ils fassent des circonvolutions verbales, qu'ils inventent des prétextes. Donc, on était dans une autre logique. Aujourd'hui, on a finalement, petit à petit, et c'est pour ça qu'on peut parler de régression, dans une logique d'inversion de la preuve. Il y aurait finalement un recours a priori légitime à la force, voire à la guerre, et tant pis pour ce que ça signifie concrètement. Et si vous remarquez dans les cas les plus récents, que sont la guerre en Libye et l'intervention en Côte d'Ivoire, on nous montre rarement les dégâts que font ces interventions militaires. On nous a montré l'exécution, le cadavre du colonel Kadhafi, mais on ne nous a pas montré les ruines de Tripoli, les gens qui étaient victimes de tout ça. Donc même si on peut se réjouir, entre guillemets, parce qu'on ne peut jamais se réjouir de la mort d'un homme, mais même si on peut se réjouir du fait que le colonel Kadhafi a quitté le pouvoir, la manière par laquelle on y est parvenu n'est quand même pas très reluisante. Et la souffrance des populations qui sont sous les bombes est passée à la trappe. Donc oui, le mot régression me semble tout à fait justifié. Très bien. Certains disent que le 11 septembre 2001 a été un tournant dans justement le concept de droit d'ingérence et de guerre humanitaire, donc d'abord avec la guerre d'Afghanistan, puis ensuite les autres guerres qui ont suivi. Qu'est-ce que vous pensez de cette date comme date charnière dans cette problématique ? Effectivement, le 11 septembre a ouvert une nouvelle période, dans la mesure où on sait depuis cette date que les États-Unis sont vulnérables sur leur propre territoire. Et alors que depuis une cinquantaine d'années, presque 60 ans, on vivait sur l'idée que le monde occidental reposait sur un pilier inébranlable, les États-Unis, et qu'on pouvait donc
tout bâtir, y compris l'Union européenne, par rapport à ce pilier. On sait depuis le 11 septembre que ce n'est pas le cas et qu'il existe une menace qui peut atteindre tous les pays occidentaux, y compris les plus développés, y compris les plus armés, sur leur propre territoire. Et cet événement a effectivement, par la problématique de la lutte contre le terrorisme, ouvert la voie à la justification plus ou moins claire, plus ou moins crédible de l'intervention dans des pays étrangers. La première étant l'Afghanistan, puisque les États-Unis ont invoqué la légitime défense prévue par la Charte des Nations Unies pour intervenir en Afghanistan. Donc effectivement, c'est une date charnière. Le souci, c'est que maintenant, la lutte contre le terrorisme sert un peu à justifier tout et n'importe quoi, y compris la pénalisation des mouvements sociaux. C'est-à-dire, il y a certaines législations en France, en Royaume-Uni, en Allemagne, qui font tomber sous le coup de la lutte contre le terrorisme des manifestations, des mouvements altermondialistes, des groupes de citoyens tout simplement en quête d'un autre monde qui veulent manifester leurs revendications. Ça, c'est extrêmement dangereux parce que la définition du terrorisme reste malgré tout très floue, y compris en droit pénal, et donc c'est la porte ouverte à une sorte de comment on appelle ça, de transformation de la société en régime policier, petit à petit. Alors, notamment vis-à-vis du 11 septembre, il y a une certaine partie de la population qui conteste la version officielle du 11 septembre et qui viendrait à dire qu'il y aurait eu des complicités à l'intérieur même du gouvernement américain, de l'armée ou des services secrets. En tout cas, ce sont des thèses qui remettent finalement en question le fait qu'il existerait même une menace terroriste. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, à titre personnel, de la remise en question des versions officielles du 11 septembre ? Tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque fois dans l'histoire qu'il y a eu des événements aussi traumatisants que la destruction des tours jumelles à New York, il y a toujours eu des contre-versions, des gens qui contestaient la thèse officielle et qui cherchaient à développer une autre théorie. Donc là, on est déjà dans ce cadre-là. L'autre chose qu'on peut dire, c'est que si ces thèses, dont d'après ce que j'ai lu, se développent finalement sur Internet, c'est aussi parce que l'information officielle, d'une manière générale, est décrédibilisée. C'est-à-dire les médias sont de moins en moins crus. Nous, au monde diplomatique, ça fait très longtemps qu'on travaille sur la déontologie journalistique, sur le fait que les médias sont de plus en plus entre les mains de groupes comme du bâtiment ou de l'armement qui n'ont rien à voir avec la presse. Et donc tout ça crée un climat de suspicion sur tous les discours officiels et qui favorise la propagation de théories du complot. Et la troisième chose qui me semble possible de dire sur ça, c'est qu'on sait que les États-Unis, dans le passé, ont eu recours à des interventions prétextes, notamment en Amérique latine, pour justifier des interventions militaires. Donc il est tout à fait logique que certaines personnes pensent à cela lorsqu'ils voient le 11 septembre et l'intervention en Afghanistan. Ils se disent, ah ben, pourquoi les États-Unis n'auraient pas une fois de plus imaginé un prétexte pour intervenir quelque part. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel ça se développe. J'ai personnellement regardé les DVD produits par les partisans de ces thèses. Je n'ai pas été tellement convaincue par leurs arguments, même si intellectuellement je suis toujours ouverte à tout ça, surtout en termes de géopolitique, mais je n'ai pas trouvé leurs arguments très crédibles. Et ce qui m'étonne en revanche, c'est qu'il y ait eu aussi peu de sanctions à la tête des services secrets américains après le 11 septembre. Parce qu'à minima, la défaillance des services secrets américains est absolument ahurissante. Et finalement, les sanctions ont été très très faibles. Et ça, je pense que pour le président Obama,
qui est arrivé au pouvoir dans des circonstances un peu difficiles, puisqu'il n'était pas du tout prévu que les États-Unis élisent un démocrate, et en particulier un démocrate noir, je me suis toujours demandé pourquoi il n'avait pas voulu asseoir son autorité en faisant tomber quelques têtes. En fait, les gens qui ont été concernés par ces événements ont même eu des promotions. Voilà. Bon. Donc ça peut amener de l'eau au moulin à ceux qui contestent la version officielle. Le débat reste ouvert et moi en tant que journaliste, j'aimerais qu'il y ait un vrai débat sur cette question en France. Enfin. Justement, les populations sont d'habitude pacifistes et pourtant on arrive tout de même à leur faire accepter la guerre. Alors comment on arrive à façonner l'opinion pour qu'elle accepte justement ces interventions ? Je ne suis pas si certaine que ça, que les gens acceptent ces guerres, parce que finalement on ne leur demande jamais leur avis, et même la représentation nationale n'est pas toujours consultée. Il y a un certain nombre d'opérations militaires, par exemple de la France en Afrique, qui se décident à l'Élysée avec le ministre de la Défense, mais l'Assemblée nationale n'est pas consultée. Donc il est assez difficile de dire que la population est pour ou même contre ces interventions. Il me semblerait normal que toute intervention militaire fasse à minima l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale, un débat public, et que les autorités rendent compte devant les citoyens de ce type d'intervention. Après, il y a toute la question des médias. Il est tout à fait frappant que, quelles que soient les interventions militaires, l'Afghanistan, même l'Irak ou la Libye, les médias sont quand même les relais assez spontanés de la propagande gouvernementale. Et avec un manque de distance assez frappant, je dis même l'Irak, puisque on se souvient que le président de la République, Jacques Chirac, avait fini par s'opposer à cette guerre et que les médias ne s'y étaient pas du tout préparés et qu'ils avaient, comme d'habitude, contribué à la propagande des partisans de cette intervention. Et on peut presque parler de soumission idéologique de la classe journalistique. Quel devrait être, selon vous, le rôle des journalistes et des médias par rapport à la population ? Ce qui est frappant, c'est que les médias sont censés être un contre-pouvoir, voire un quatrième pouvoir. Or, ils se comportent davantage comme faisant partie du pouvoir, comme faisant partie de la classe dirigeante. C'est pour ça d'ailleurs que Serge Halimi, dans son livre « Les nouveaux chiens de garde », avait fait mouche et avait suscité un grand débat parce qu'il avait mis à jour les connivences entre les journalistes, les ministres, les industriels. Ces gens se fréquentent, partent en vacances ensemble, parfois même se marient. Donc il y a un état d'endogamie peu propice à la distance qui est normalement à la base du métier du journaliste. C'est Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, qui disait « Le journalisme est une question de distance ». La distance par rapport au pouvoir, qu'il soit économique, politique ou autre. Distance aussi par rapport aux faits. Parce que ce n'est pas parce qu'on vous montre un cadavre que vous savez pourquoi cette personne est décédée, d'où les manipulations par exemple comme Timisoara, et distance aussi par rapport à soi-même, parce que tout être humain a des préjugés. Si on veut être un bon journaliste, il faut arriver, même si c'est difficile, à essayer de se méfier aussi de soi-même et de ses propres préjugés, de ses propres a priori. Donc il y a une crise, à mon avis, culturelle de la presse qui a perdu ses repères déontologiques, et cette crise est doublée d'une crise économique, puisque aujourd'hui, comme vous savez, les médias se vendent difficilement pour différentes raisons, et que beaucoup de journaux appartiennent aujourd'hui à des groupes industriels. Et là aussi, on est dans l'endogamie, dans les mariages consanguins. Et un journal ou une chaîne de télévision qui appartient à un entrepreneur du bâtiment ne va évidemment pas critiquer le pays dans lequel, pour ne citer personne, l'entreprise du bâtiment en question est en train de négocier un contrat juteux. Donc les médias devraient
dans l'idéal, retourner à leur fonction première, qui est d'être un contre-pouvoir, d'aller chercher l'information là où elle est, gratter un petit peu au-delà des apparences. Et en tout cas, c'est ce que nous, au monde diplomatique, on essaie de faire. Et on a la chance, je touche du bois, pardonnez cette manifestation de superstition, d'être encore indépendant, puisque la rédaction du monde diplomatique est maîtresse complètement de son calendrier, de ses priorités, et c'est même le personnel du monde diplomatique qui élit le directeur du journal. Ça aussi, c'est une garantie d'indépendance. Et nous sommes, en tant que personnel du monde diplomatique, actionnaires du journal, avec également l'association des amis du monde diplomatique. Donc on a cette chance d'avoir les moyens de notre indépendance. Vous auriez des conseils à donner au public pour justement s'informer et essayer de contourner ce que Noam Chomsky appelait la fabrique du consentement? Il faut sans doute déjà arrêter de lire les grands journaux, sauf le monde diplomatique bien évidemment, fermer sa télévision et puis sortir dans la rue, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, les vraies sources d'information, elles sont ailleurs que dans des grands journaux comme Le Figaro ou comme Libération, qui grosso modo s'abreuvent aux mêmes sources. Les informations, on les trouve dans les associations, on les trouve dans les petits journaux parallèles, on les trouve aussi sur Internet, à condition de savoir faire le tri, parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi sur Internet. On trouve encore de tout. Voilà, et on trouve encore de tout. Donc il faut avoir ces sites de référence sur lesquels on a suffisamment d'informations pour savoir que les gens qui y travaillent ont fait leur vrai métier de journaliste. Très bien. Pour revenir au printemps arabe, il y a une citation de Robespierre que j'aime bien, où en 1794 il dit « Le peuple a changé de chaîne, mais non de destinée ». Est-ce que cette citation ne pourrait pas s'appliquer à la résultante de la soi-disant mission démocratique de l'Occident à travers les différentes guerres qu'il a menées depuis 2000 ans? Une autre citation de Robespierre pourrait s'appliquer aux guerres humanitaires, c'est lorsqu'il a dit « Personne n'aime les missionnaires armés ». Et là, effectivement, on s'aperçoit, quand on fait le bilan de toutes ces interventions militaires, qu'on ne peut pas imposer la démocratie de l'extérieur, si toutefois on accorde de la crédibilité à l'idée que ces guerres sont menées pour des raisons purement humanitaires ou de propagation de la démocratie. Bon, si on part de ce principe, force est de constater que le résultat n'est pas au rendez-vous, parce que la démocratie doit être une émanation des peuples concernés eux-mêmes, et lorsque tout cela vient de l'extérieur, cela tourne très vite à l'intervention coloniale, à l'intervention impérialiste, et on voit au bout du compte des Hamid Karzai, c'est-à-dire des gens qui ont été mis en place par les puissances militaires étrangères et qui ne représentent pas du tout le peuple du pays à la tête duquel ils sont. Donc il n'y a pas de possibilité, hors de vrais mouvements populaires issus des pays concernés, pour faire advenir la démocratie quelque part. Mmh. Et est-ce qu'à titre personnel, vous considérez que la France est une démocratie ? Alors, en théorie, la France est une démocratie, mais dans la pratique, nous nous en éloignons très fortement. Le symbole de ça étant le 29 mai 2005, lorsque les Français ont voté non au référendum sur le traité constitutionnel européen et que le chef de l'État et le Parlement ont décidé de passer outre, ce qui était une violation flagrante, brutale, violente de la souveraineté populaire. Et on a oublié un principe fondamental, c'est qu'en démocratie, le titulaire premier de la souveraineté, c'est le peuple. Les parlementaires et le président de la République ne viennent qu'en second, et ils ne sont que les mandataires du peuple. Donc on est face à une dérive autoritaire, aujourd'hui très grave, qui est encouragée par la construction européenne, qui a un manque de démocratie structurelle, et on le voit encore en ce moment, puisque un nouveau traité européen est en train d'être adopté, c'est le traité sur la stabilité et la croissance et la gouvernance en Europe, dont le Conseil européen, la nuit dernière, a adopté une sorte de pacte de croissance, qui est encore un truc pour amuser la galerie. Ce traité va être adopté. Ce traité opère des transferts de souveraineté très importants
des États membres vers l'Union européenne, et ce traité ne sera pas ratifié, comme cela devrait être le cas, par les peuples concernés, par le peuple français en particulier. Donc on est dans une logique autoritaire que pour des soucis d'efficacité, les autorités européennes encouragent, tout en se plaignant par ailleurs que les peuples ne les comprennent pas et que tout ça se fait hors des peuples. Mais l'essence de la construction européenne et son fonctionnement, c'est la négation de la démocratie. Est-ce qu'on pourrait faire la constitution d'un Conseil national de transition et demander l'OTAN de venir nous délivrer des méchants européistes? Certainement pas demander à l'OTAN, puisque ce serait demander à des puissances étrangères. Non, à mon avis, il faut qu'on en revienne à la souveraineté populaire, et le meilleur moyen serait d'élire une assemblée constituante en France, et peut-être que les autres pays européens pourraient faire de même, mais il est urgent de redonner la parole au peuple pour redéfinir des institutions plus en prise avec la réalité et un jeu politique plus représentatif de la réalité du corps social, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Les partis sont complètement déconnectés et ceux qui essaient de s'immiscer dans le jeu sont systématiquement marginalisés. Très bien. Pour conclure, vous travaillez sur un sujet particulier en ce moment? Je travaille, pour vous dire, dans les heures qui viennent, sur la francophonie, puisque le monde diplomatique est partenaire du premier forum mondial de la francophonie. Alors je le dis parce que ça paraît un peu naphtaline, un peu institutionnel, poussiéreux de parler de la francophonie. Et au monde diplomatique, on ne croit pas que ce soit le cas. On pense que la défense de la langue, que ce soit la langue française ou de toute autre langue, est un enjeu culturel très important, parce que chaque langue porte une culture, et que si on oublie sa propre langue, puis on finit par oublier sa propre culture, et au total on donne encore un atout pour la mondialisation marchande qui se contente bien d'une sorte d'anglais d'aéroport qui n'est même pas le vrai anglais bien parlé par la reine ou même par le président Obama, dont j'ai remarqué qu'il avait un anglais particulièrement châtié, et donc on appauvrit globalement la planète. Vous pensez qu'il y a une forme d'impérialisme et d'ingérence culturelle, justement, par la langue et par d'autres modes d'ingérence, que ce soit économique ou... Pour la langue, c'est flagrant. On a des citations de Winston Churchill, le Premier ministre britannique, qui, après la Deuxième Guerre mondiale, expliquait qu'il fallait développer le cinéma anglo-saxon, il pensait également aux États-Unis, développer l'usage de l'anglais, parce que c'était la meilleure manière de vendre les produits fabriqués en Angleterre et les produits fabriqués dans le monde anglo-saxon en général. Les Anglais et les Américains ont toujours eu une conscience très forte de l'atout que représentait le développement, la propagation de la langue anglaise, et c'est pourquoi lorsque les Américains ont apporté le plan Marshall après la guerre aux pays européens, ils l'ont assorti de l'obligation d'acheter des films américains. C'était parce que dans leur esprit, il était très clair qu'en vendant des films américains, on vendait le mode de vie américain, on vendait la langue américaine, et par conséquent, on vendait les produits américains et tout ce qui était fabriqué dans le monde anglo-saxon. Donc oui, effectivement, la langue, la culture sont un atout, dans le pire des cas de l'impérialisme, en tout cas de la propagation des avantages des pays concernés. Très bien, je vous remercie pour ce petit rappel historique et surtout le développement pédagogique que vous avez fait sur les notions que nous avons abordées aujourd'hui, en espérant qu'elles pourront éclairer les internautes en ces temps troubles de possibles interventions en Syrie. Donc je vous remercie, Anne-Cécile. Merci à vous et bonne continuation. Merci.